souterraine qui est réalisée dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Pour rappel, l'un des objectifs majeurs de la directive cadre sur l'eau, c'est d'atteindre le bon état des milieux aquatiques. Donc on parle de bon état environnemental, on n'est plus dans l'aspect sanitaire. Voilà. Donc le suivi des eaux souterraines, il est mené par le BRGM en partenariat avec l'UDE. Là, vous pouvez voir une carte de la Martinique. On voit que la Martinique est découpée en 8 zones que l'on appelle des masses d'eau souterraines. Donc ces masses d'eau souterraines, elles ont été découpées en fonction des caractéristiques hydrogéologiques. Et sur chacune de ces masses d'eau souterraines, on a placé 3 à 5 sites de suivi, que l'on appelle des qualitomètres. Donc on a un total de 21 sites de suivi sur la Martinique. Et les paramètres suivis sont cadrés par la directive cadre sur l'eau, par des arrêtés nationaux de surveillance. Mais il a été également choisi de rajouter des pesticides et des molécules qui sont utilisés localement. Donc les paramètres analysés, on a les substances chimiques, donc pesticides, métaux, hydrocarbures par exemple, et puis on aura aussi des paramètres physico-chimiques, tels que la conductivité, les nutriments, ou le carbone organique par exemple. Donc là, vous pouvez voir une photo d'un site de suivi, donc d'un forage réalisé qui permet d'effectuer les prélèvements. Donc on va passer au résultat. Donc la carte que je vous ai présentée, vous pouvez voir sur la carte, donc c'est écrit un peu petit malheureusement, mais on peut voir pour chaque site de suivi les paramètres pour lesquels on a un dépassement des normes de qualité environnementale. Donc sur la carte, ça va être des paramètres de tout type, chimique, type pesticides ou physico-chimiques. Mais je vais d'abord faire un focus sur les pesticides. Donc en ce qui concerne les pesticides, on a une quarantaine de molécules différentes détectées, dont 25% de molécules autorisées, donc utilisées encore à l'heure actuelle. La plupart des molécules détectées, elles sont interdites à l'heure actuelle. Et sur cette quarantaine de molécules, on a 7 pesticides qui dépassent les seuils environnementaux. Et ce sont toutes des molécules interdites et très rémanentes. Donc on l'a vu tout à l'heure, rémanent, ça signifie qu'elles ont une longue durée de vie dans l'environnement. Et ces 7 pesticides, enfin ces dépassements, ils sont retrouvés sur 9 stations qui sont situées toutes sur la façade atlantique ou dans le sud, mais plutôt côté atlantique, sur des zones très agricoles, en aval des cultures historiques. Donc je vais essayer de... Voilà, donc toute cette zone-là, comme ça. Donc c'est là qu'on retrouve des dépassements au niveau des pesticides. Et puis la chlordécone, c'est le pesticide qui provoque les dépassements les plus fréquents, sans surprise. Après, il faut noter que sur la zone nord-atlantique, on a une problématique plus importante. À ce niveau-là, tous les paramètres qui dépassent, par exemple, sont des pesticides. Donc sur la zone nord-atlantique, sur la station de Chalvet à Basse-Pointe, par exemple, on a 6 pesticides qui dépassent les seuils environnementaux. Ici on en a 3, ici on en a 4, et quand on descend un peu plus au sud, là on n'a que la chlordécone qui dépasse, donc cette problématique, elle est quand même... Enfin, la contamination est quand même plus importante sur la zone nord-atlantique. En ce qui concerne les autres paramètres, donc on a le benzotriazole qui présente des dépassements sur 4 stations. Donc le benzotriazole, c'est un composé utilisé massivement dans l'industrie, il a des propriétés anticorrosives, on le retrouve dans beaucoup de composés fabriqués, utilisés dans la vie urbaine. Et donc il présente un dépassement sur des stations qui sont situées en aval des bassins versants, donc en aval des zones urbanisées. On a également 3 dépassements de nutriments et de matières organiques. Et puis on a d'autres dépassements qui sont dus à des métaux, fer, manganèse, à de l'arsenic de façon très ponctuelle, et à des ions chlorure et sodium. Donc là, tous ces dépassements-là, ils sont d'origine naturelle. En tout cas, on suppose fortement qu'ils sont d'origine naturelle, donc dus au fond géochimique ou dus à des intrusions salines. Et puis, il faut signaler qu'on a d'autres molécules chimiques qui sont quantifiées dans les eaux souterraines. Alors, même si elles ne dépassent pas les normes de qualité environnementale, elles sont présentes. Et on peut citer par exemple le bisphénol A, que l'on retrouve dans les plastiques, les PFAS, que l'on appelle également les polluants éternels et dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, pour les exemples. Donc là, vous avez une photo d'un autre site de suivi des eaux souterraines. Et puis on va faire un petit point sur l'évolution des pesticides dans le temps. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Donc on a la station de Font-Brûlé au Lorrain, la station de Chalvet à Basse-Pointe.
Donc sur ces deux graphiques, on voit l'évolution de 6 pesticides, chacun a une couleur différente. En bleu, c'est la chlordécone, en vert, le dieldrine, donc qui sont des molécules que l'on retrouve dans les plus grandes quantités. Et déjà, on voit qu'on a des niveaux de contamination assez importants, hein, qui sont comparables à ceux qui ont été retrouvés dans le suivi des sources bord de route, qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc on est cohérent sur les résultats retrouvés. Et puis ce qu'on voit, c'est que les concentrations elles peuvent varier fortement entre 2 années de suivi, et également entre les saisons sèches et les saisons humides. Donc en fonction de la pluviométrie, de la remobilisation des stocks de molécules dans les sols. Donc en fait, ça montre qu'il est vraiment important de faire un suivi mensuel afin d'avoir une vision plus fiable des niveaux de contamination et des tendances d'évolution. Ensuite, ces graphiques ils nous montrent aussi qu'on a une contamination sur le long terme, puisque malgré les variations de niveau de concentration, les molécules elles sont bien présentes sur la chronique des 15 années de suivi, donc, et on n'observe pas une tendance à la baisse non plus. Donc on a une contamination sur le long terme. Et puis il est également important de noter que les temps de transfert ils peuvent durer plusieurs décennies. Donc on peut avoir des zones, des nappes qui ne sont pas contaminées à l'heure actuelle, et puis dans un certain nombre d'années, on va retrouver des molécules dans ces nappes, donc des pollutions. Donc en synthèse, on peut dire qu'on a une ressource en eau souterraine qui est localement polluée par les pesticides, essentiellement sur la façade atlantique, avec une contamination sur le long terme et d'origine agricole. On peut également noter qu'on a une contamination d'origine urbaine, donc avec des molécules spécifiquement utilisées dans l'industrie et dans les éléments qu'on utilise dans la vie urbaine, donc tels que les PFAS, le benzotriazole, le bisphénol A dans les plastiques. Et puis on a également des contaminations un peu plus ponctuelles, mais elles sont bien là, de nutriments, matières organiques, et qui peuvent être liées au rejet d'eau usée. Et ça se confirme, en fait, ça complète les informations recueillies dans le suivi des sources bord de route qui montrent une contamination bactériologique de pas mal de sources. Donc en fait, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que les sites qui sont exempts de contamination, eh ben, ils se trouvent dans les zones naturelles, qui sont en amont des bassins versants, en amont des zones agricoles, en amont de l'urbanisation, en amont des activités humaines, pour faire plus simple. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de l'Observatoire de l'eau, vous voyez l'adresse ici, et vous pourrez trouver les rapports détaillés de suivi, avec une fiche par site de suivi qui présente tous les résultats détaillés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mélissa. Bonjour à tous. Sylvie Louzret de l'Office de l'eau. Alors, je l'ai fait un peu longue ma présentation parce qu'en fait, on n'a pas parlé. J'estimais qu'avant qu'on arrive au défable, il fallait peut-être qu'on parle du problème qui fait un peu qu'on est là, c'est-à-dire l'assainissement. Donc, on va se mettre d'accord sur les termes. On a 2 types d'assainissement. Alors, on a l'assainissement, c'est la collecte, le transport, le traitement. On a 2 types, collectif et non collectif. Donc, collectif, c'est une gestion publique, et non collectif, c'est quand on est dans une gestion privée. Dans notre contexte local, on est majoritairement en assainissement non collectif. Donc, c'est la partie verte plus foncée. Vous voyez, on a quand même 23 communes sur 34 où on a une majorité de dispositifs non collectifs. Alors, l'assainissement collectif, on a 106 stations de traitement public, 82% de non-conformité. Donc, les stations publiques, on sait à partir de 200 équivalents habitants. L'équivalent habitant, c'est la pollution émise par un habitant par jour. C'est une estimation, c'est une mesure théorique qui nous permet de définir la capacité de traitement d'une station. Vous voyez un petit peu les points rouges qu'on a, donc alors c'est en fonction de la capacité des stations, plus c'est gros, plus la station collecte beaucoup d'eau usée. Et en gros, la non-conformité, elle vient du manque d'équipement. L'autosurveillance, en général, bon, ben, ça touche l'entretien, donc l'exploitation d'une station. Et le manque de réhabilitation de certaines stations, ben, parce qu'elles sont vétustes et qu'elles mériteraient d'être améliorées. En non collectif, alors je ne vous fais pas peur, mais en fait on distingue parce que ça va être en fonction des capacités, on aura un mode de contrôle différent. En dessous de 20 équivalents habitants, on sera plutôt. Je pense qu'ils l'ont mis au niveau national parce qu'on a des châteaux, on peut retrouver 20 pièces dans une maison. Mais ici, on est plutôt sur 3-4 pièces principales avec 2-3 habitants, donc on sera sur du 73 000 dispositifs.
On a quand même une non-conformité de 77%, mais qui, je vous le rappelle, il y a quelques années, on disait 90% de non-conformité. Bon, après, les nouveaux dispositifs qu'on met en place depuis 2009, on ne sait pas non plus ce que ça va donner. Donc, on va peut-être attendre encore 10 ans. Et puis, on a plutôt du type lotissement, à peu près 256 mini-stations. Donc, la même chose, hein, majorité de stations, on a un manque de suivi, donc un manque d'entretien. Parfois, on ne sait pas où elles sont, donc tant que ça n'embête personne, c'est dans un fond. Et puis, ben, parfois, il n'y a personne qui les gère. Et au-dessus de 200 équivalents habitants, parce que ça arrive quand il y a des stations privées au-dessus de 200 équivalents habitants, parfois, elles ne sont même pas connues de la police de l'eau, alors que normalement, il y a une procédure à effectuer à ce niveau. Alors, et donc, on arrive au dispositif de financement de l'assainissement pour les particuliers, mis en place par l'Office de l'eau avec beaucoup de partenaires. Alors, le but était justement pour essayer un petit peu d'améliorer les choses, de permettre la réhabilitation de l'assainissement, alors de plus de 10 ans. On verra pourquoi, si vous avez des questions après. Pour les habitations de moins de 20 équivalents habitants, il y a un autre dispositif OTE lorsqu'on est au-dessus. Et le raccordement au réseau public d'assainissement en partie privative. Tout ça dans des zones prioritaires. On a deux réseaux d'acteurs, donc un réseau de financeurs, les EPCI, la CTM, la CAF, et fut un temps la sécurité sociale, qui ne peut plus nous accompagner sur le dispositif. Et on a quand même 18 entreprises, entrepreneurs, qui ont adhéré au dispositif. Donc ils ont fait des dossiers de candidature, on a vérifié leur décennale. Et il y en a 8 sur Cap Nord, 5 sur la CACEM et 5 sur la CAES. Alors, les zones prioritaires, à l'origine, pour vous dire d'où ça vient, parce que ce sont des zones qui sont identifiées par l'intermédiaire d'un arrêté de contrôle pour les SPAN, donc que pour l'assainissement non collectif. On a 3 enjeux. L'enjeu sanitaire, donc en haut, ça sera les périmètres de protection de captage, en bas, en haut, il y a un petit bouton. Les flèches. Oui, mais les flèches, c'est pour passe. Et en haut, c'est ça. Ah, derrière. Non, c'est tout. Exactement. Oui, c'est ce que je veux. Ok. Voilà. Donc, je vous disais, en bas, là, ce sont les zones de baignade qu'on a dû collecter justement dans les profils de baignade. Je fais d'ailleurs un petit point, enfin, juste une petite demande aux communes, c'est assurez-vous, lorsqu'il y a justement toutes les pressions possibles sur vos baignades, de récupérer les couches cartographiques. D'accord, déjà de les demander, et de demander qu'il y ait des cartographies avec les zones qui ont un impact sur vos baignades et récupérer les couches. Et là, vous avez les zones à enjeu environnemental où il y a eu un gros travail d'études avec l'ADEAL et l'Office de l'eau, et on est arrivé à cette cartographie. Donc on part de ça, dans le cadre de cet arrêté. Ce qui veut dire qu'un dispositif qui ne fonctionne pas bien, d'assainissement non collectif, dans l'une de ces zones, doit être réhabilité normalement dans les 4 ans. Et là, on est arrivé justement à nos zones prioritaires, dans les priorités, pour l'application de notre dispositif de financement. Alors, et puis en bas, vous avez sur le site de l'Office de l'eau, vous rentrez en fait votre numéro de parcelle et vous savez directement après si, de base, vous êtes éligible géographiquement. Alors, les aides. On va aller vite, les aides sont réservées aux particuliers, seuls propriétaires ou en indivision, mais occupants mandatés, et des SCI sans activité commerciale. Donc, exclusion, c'est tout ce qui est activité économique. On a la réhabilitation, vous avez toujours une aide en ANC de l'ODE et de l'EPCI. Et puis, sous condition, la CAF, bien sûr, si vous êtes allocataire, mais on a un instructeur qui vérifie justement si vous avez droit à la CAF. Et la CTM, jusqu'à maintenant, elle nous accompagnait, mais là, on est en train de voir avec eux pour renégocier ou voir s'ils continuent avec nous dans le dispositif. Mais jusqu'à maintenant, ils étaient avec nous sur le dispositif. Et puis, en raccordement, par contre, là, on n'a que l'Office, et éventuellement la CAF et la CTM. Vous avez les coûts, mais on ne va pas...
Alors, les dépôts des dossiers, c'est toujours au niveau des SPAN, donc des services publics d'assainissement non collectif de votre PCI. C'est la porte d'entrée, vous avez un instructeur DEFAP. Et bien sûr, ça se fait avec un professionnel agréé du DEFAP. Avant travaux, il faudra toujours en ANC qu'il y ait un contrôle du SPAN pour identifier justement la possibilité de réhabilitation. Réhabiliter, ça ne veut pas dire on casse tout, mais on enlève tout, mais on met un nouveau. On essaie de voir dans la mesure du possible si on ne peut pas utiliser l'existant. Donc ensuite, le dépôt du dossier va se faire avec justement un professionnel agréé, en ayant choisi son professionnel, et puis une notification avec le plan de financement sera fait. Après, il y aura contrôle du SPAN encore avant remblai des travaux, et ensuite le versement des aides se fera au professionnel. Pour le raccordement, par contre, là, on prend toujours contact avec son SPAN pour savoir au moins si on est éligible. Et ensuite, c'est après travaux qu'on a un versement des aides, et là, c'est aux particuliers que les aides sont versées. Et bien, ça va, bon, là, c'est juste pour vous dire qu'il y a une grande page avec toutes les informations sur le site de l'Office de l'eau, et notamment un tableau avec tous les professionnels agréés, le type de dispositif qu'ils mettent en place, s'ils font du raccordement. Et puis là, normalement, il y a le nom, mais je n'ai pas mis l'entreprise avec son adresse et ses coordonnées. Voilà. Vous avez là le lien, mais en tapant DEFAP, Office de l'eau Martinique, vous avez tout. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. C'est à toi, Johanna.